Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde importante en une date symbolique pour en finir avec les violences faites aux femmes et aux filles en ce 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Est-ce qu'il y a une petite vidéo à lancer avant? Non, je crois pas. Non. Alors merci à l'ensemble de nos intervenantes et de notre intervenant d'être avec nous aujourd'hui. On a eu un petit changement de programme parce que le 25 novembre et toute la semaine est très chargée. Et puis parce qu'il y a des aléas aussi. Donc Madame la ministre Isabelle Rome est finalement cet après-midi en déplacement à Dijon avec le président de la République et ne peut pas nous joindre. Et Gilles Lazimi a aussi un empêchement, mais on a la chance, la grande chance, de pouvoir compter sur deux intervenants fabuleux qui ont accepté de les remplacer au pied levé. Madame la ministre Sarah Schlitz et puis le docteur Francis Abramovici qui nous rejoint aujourd'hui. Alors, je suis Sophie Pouget et je suis la déléguée générale de la Fondation Raja Daniel Marcovici. Et dans le cadre de l'Université de la Terre, nous avons voulu organiser cette table ronde pour faire le point sur la prise en charge des violences sexuelles et sexistes en France. C'est un sujet que la Fondation porte depuis sa création, en 2006, il y a 16 ans. Nous agissons concrètement en France en cofinançant des projets de terrain qui sont engagés concrètement afin de permettre aux femmes et aux filles de ne plus être victimes de violences ou de ne jamais l'être. On agit aussi à l'international dans des pays où la situation est critique, comme en Afghanistan ou en Pologne, et on intervient en France où on a soutenu beaucoup de projets, dont certains que vous connaissez sans doute, comme celui de la Maison des femmes de Saint-Denis, qui a été fondée en 2016 par la gynécologue obstétricienne Rada Hatem. Et puis, on porte une attention toute particulière aux plus vulnérables. Et pour cela, on soutient des projets qui visent des femmes particulièrement marginalisées et vulnérables. On est aux côtés, par exemple, du centre Primo Levi, qui fait un travail fabuleux, qui accompagne des femmes exilées qui ont été victimes de violences à la fois dans leur pays d'origine et tout au long de leur parcours d'exil. Et puis, on accompagne aussi des associations comme Femmes pour le dire, Femmes pour agir, une des rares associations qui agit auprès des femmes handicapées, qui sont bien souvent victimes de violences, voire de maltraitance. Et puis, évidemment, on est aux côtés d'acteurs nationaux d'envergure qui sont très engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, et dont certains qui sont ici avec nous ce soir. Et sans plus attendre, je vais vous les présenter. Alors, je vais vous présenter tout de suite à ma gauche Françoise Brier. Alors, Françoise, vous êtes la directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes, la FNSF. C'est un réseau de 78 associations qui sont spécialisées dans l'accompagnement et l'hébergement de femmes victimes de violences conjugales. La FNSF, c'est aussi, et vous connaissez sans doute, la ligne d'accueil nationale Violence Femmes Info 3919. Et c'est une grande association qui fête cette année ses 50 ans et le 3919 fête ses 30 ans. Et Françoise, vous avez 35 ans d'engagement personnel et professionnel sur les terrains de l'humanitaire, sur les terrains du féminisme et de la défense des droits fondamentaux. Et vous êtes membre du groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. C'est le GREVIO et c'est une instance du Conseil de l'Europe. Vous en êtes membre depuis 2015 et vous avez été aussi membre du Haut Conseil à l'égalité. À côté, Clémence Pajot. Clémence, bienvenue. Vous êtes depuis 2021 la directrice générale de la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. C'est la FNCIDFF. La FNCIDFF, qui fête aussi ses 50 ans, a été créée en 1972 par une décision gouvernementale et elle compte aujourd'hui 98 centres dans toute la France, 2300 permanences et c'est 400 000 femmes bénéficiaires qui ont été accompagnées l'an dernier. Clémence, vous avez été auparavant directrice du centre Hubertine Auclair qui mobilise un réseau unique d'associations féministes, de collectivités locales et de syndicats engagés pour l'égalité et contre les violences en Île-de-France. Iris Maréchal.
Iris, alors Iris, vous êtes la fondatrice et vous êtes la présidente de l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. C'est une association loi 1901 qui compte environ une 60aine de membres. Vous avez 25 ans et vous êtes diplômée du double master HEC Sciences Po en management privé et public. Et avec l'Observatoire, vous avez pu collecter des données importantes dont vous allez pouvoir nous parler ce soir. À ma droite, Sarah Schlitz. Madame la ministre, bonsoir et merci de venir aujourd'hui. Vous êtes secrétaire d'État à l'égalité des genres, à l'égalité des chances et à la diversité au gouvernement fédéral belge depuis octobre 2020. C'est pour la première fois d'ailleurs que le gouvernement belge fédéral dispose d'un ministère uniquement dédié aux questions d'égalité avec un véritable budget. Et ça, c'est important. Vous êtes une femme politique, vous êtes une militante cycliste et féministe. Vous êtes engagée. Vous êtes engagée pour les droits des femmes, les droits des personnes LGBTQIA+, les droits humains et contre le racisme. En somme, vous êtes connue pour l'ensemble de vos engagements de terrain et vos liens étroits avec la société civile à travers toute la Belgique. Et vous avez été aussi conseillère communale à la ville de Liège, puis vous êtes devenue députée fédérale en octobre 2018, avant d'avoir été donc élue secrétaire d'État par les militants du parti Écolo. Le parti Écolo, c'est le parti politique écologiste belge francophone. Alimata Fofana, c'est une grande chance de vous avoir avec nous ce soir. Alimata, vous êtes écrivaine et vous êtes engagée contre l'excision. Vous avez grandi en France tout en étant très proche de la culture de vos parents sénégalais et vous avez vécu au Canada pendant plusieurs années. En 2015, vous avez publié votre premier roman, Mariama, l'écorchée vive. Et ce premier roman brise le tabou de l'excision dont vous avez été victime à 5 ans lors d'un voyage familial au Sénégal. Et vous venez de publier cet été, le 24 août, votre second roman, À l'ombre de la cité Rimbaud, aux éditions du Rocher. Et j'espère qu'après cette table ronde, vous allez tous vous précipiter pour l'acheter et le lire, parce que c'est un récit qui est bouleversant et qui interroge sur la situation de nombreuses jeunes filles qui sont en France, mais qui sont tiraillées entre deux cultures, entre deux territoires, et puis finalement entre deux avenirs. Et c'est aussi un témoignage qui est le vôtre et qui vous permet de revenir sur le traumatisme de l'excision et puis ses conséquences. Et puis Francis Abramovici, pardon. Alors merci encore de venir. Francis, vous êtes médecin généraliste à l'ANI et puis vous êtes secrétaire général du Collège de médecine générale. Vous avez pu travailler à Médecins du Monde, avec l'association Médecins du Monde. Vous avez travaillé sur des sujets importants comme la lutte contre le paludisme, la prise en charge du VIH. Vous avez une expérience de terrain, Cambodge, Cameroun, Maroc. Et puis, depuis une quinzaine d'années, vous vous attachez à former les professionnels de santé, vos confrères et vos consoeurs, pour repérer les psychotraumatismes anciens, les femmes qui ont été donc, dans le passé victimes de violences. Et vous vous intéressez aussi à la question qui est tout aussi importante, qui est celle de soigner les violents. Voilà. Alors, merci encore à vous. Et puis, sans plus attendre, moi, je voudrais juste, avant de commencer ce débat, poser là quelques chiffres, parce qu'ils disent tout. 5 ans après le MeToo, en France, une femme est tuée tous les 3 jours par son conjoint ou son ex-conjoint. Une femme sur 2 a déjà subi des violences sexuelles au cours de sa vie. Et c'est 94 000 femmes qui sont victimes de viols chaque année. C'est une femme toutes les 7 minutes. Et malgré ces chiffres qui sont à la hausse, on constate qu'on a seulement 10% des victimes qui portent plainte et que 80% de ces plaintes sont classées sans suite et que seulement 1% de ces plaintes aboutissent à une condamnation pénale. 10%, 80%, 1%. Voilà. Donc, je vous propose de commencer par un petit état des lieux de ces sujets-là, avant de réfléchir aux solutions qui existent, sur lesquelles vous travaillez toutes et tous. Et je me tourne vers Clémence. Clémence, vous êtes directrice générale de la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. On constate une hausse de 33% des violences sexuelles, une hausse des féminicides de plus de 20%. Quel est le constat que vous faites quant à l'évolution de ces violences ?
Merci beaucoup Sophie pour cette invitation d'abord à cette table ronde et nous donner l'occasion de parler des violences sexistes et sexuelles à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors peut-être pour préciser de là où je parle, les centres d'information sur les droits des femmes et des familles effectivement ont pour mission de favoriser et de développer l'autonomie des femmes à travers à la fois l'accès aux droits et l'insertion socio-professionnelle des femmes. Et c'est près de 45 000 femmes victimes de violences sexistes et sexuelles que nous accueillons et que nous informons chaque année dans tous nos centres, donc en France et dans les territoires d'outre-mer. Et ce qu'on observe, alors d'abord je voudrais donner une définition des violences sexistes et sexuelles. C'est vrai que c'est important d'avoir une approche large et d'aborder ces violences sous l'angle vraiment du continuum des violences qui se manifeste à travers à la fois le sexisme, y compris le sexisme ordinaire d'ailleurs que chacune, voire chacun peut subir au quotidien dans sa famille, dans son environnement ou observé à travers les médias. Ce sont aussi les violences sexuelles qui s'exercent à la fois dans la sphère familiale, mais aussi la sphère professionnelle, dans l'espace public. Et je voudrais rappeler que ce sont aussi 160 000 enfants qui sont victimes, c'est ce que décrit le dernier rapport de la Civis, 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année. Ce sont aussi les violences conjugales, et les violences conjugales, ça comprend bien sûr les violences physiques, mais aussi les violences psychologiques, les violences administratives, les violences économiques, les violences sexuelles, le viol conjugal, qui sont beaucoup plus difficiles à dénoncer et parfois même à objectiver. Et puis, ce sont aussi les mutilations sexuelles, les mariages forcés, la prostitution, les violences obstétricales. Voilà, et c'est ce continuum des violences que les femmes subissent. Ce sont des violences qui souvent se cumulent pour les femmes. Et c'est l'ensemble des femmes qui subissent ces violences que nous accueillons dans les CIDFF. Et donc, nous, ce qu'on observe depuis 2 ans, c'est effectivement une augmentation du nombre de femmes qui se présentent à nous, qui sont accueillies et informées dans les CIDFF. On a observé près de 10% d'augmentation de ces publics en 2021 et 18% comme augmentation du nombre d'entretiens que nous avons menés, ce qui veut dire que ces violences sont plus graves et plus complexes. Alors, on a aussi, parmi les chiffres que peut-être qu'on peut aussi citer, on a 10% d'augmentation de plaintes qui ont été observées en 2021. Bon, cela dit, on peut faire l'hypothèse que l'augmentation de ces déclarations et du nombre de femmes qui se présentent à nous pour demander de l'aide, ça peut être aussi la conséquence du mouvement MeToo et du Grenelle. C'est difficile, en fait, d'interpréter ces chiffres, d'affirmer que les violences ont augmenté. Ce qui est certain, c'est qu'elles sont encore extrêmement importantes dans notre société et que les femmes déclarent davantage de violences depuis quelques années. Alors, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que ces chiffres sont bien en dessous de la réalité. Les données dont on dispose, c'est des données qui sont publiées soit par l'État, soit par les associations. Et on sait qu'une majorité de femmes victimes de violences sexistes et sexuelles ne déclarent pas ces violences. Et donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la face immergée de l'iceberg, finalement, que ces chiffres décrivent. Parmi les violences, en tout cas, qui se développent et qu'on observe justement un développement extrêmement inquiétant, moi je voulais parler des cyberviolences. Depuis une dizaine d'années, avec le développement des outils numériques, on a vu une explosion de toutes les formes de cyberviolence à caractère sexiste et sexuel et la façon dont les outils numériques sont utilisés pour mieux contrôler, surveiller, humilier, harceler les femmes, avec malheureusement encore des moyens totalement insuffisants pour à la fois lutter contre cette cybercriminalité, mais aussi des condamnations bien en dessous de la gravité des faits et une prise en compte toute relative finalement de ces formes de violence, à la fois par les forces de l'ordre et par la justice, mais aussi une banalisation dans notre société, puisqu'elles sont très souvent minimisées par les femmes elles-mêmes qui les subissent, mais aussi par leur entourage. On observe aussi une augmentation de la prostitution des mineurs qui est extrêmement inquiétante, là aussi des chiffres sortis récemment, avec une augmentation de 68% des procédures pour proxénétisme sur mineurs
ou pour prostitution de mineurs entre 2016 et 2020. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est aussi de noter que 40% des mineurs n'ont pas conscience d'avoir subi des actes prostitutionnels. Alors c'est la raison pour laquelle on a lancé, nous, là, pour le 25 novembre, une campagne qui s'appelle Info Jeunes Prostitution et qui vise justement à doter à la fois les professionnels d'outils, des professionnels qui sont en contact avec des mineurs, notamment des mineurs de l'ASE. On sait qu'une mineure sur 2 victimes de prostitution est accompagnée par l'ASE, mais aussi des professionnels de l'éducation nationale, de l'insertion sociale des jeunes, de les doter d'outils pour mieux repérer justement ces formes de prostitution. Et puis on a aussi produit 4 petits films d'animation qui sont cette fois-ci destinés aux jeunes et qui vont être utilisés dans des séances de sensibilisation auprès des adolescentes et adolescents. Je voulais parler aussi du rapport du Sénat qui est sorti récemment et qui montre l'ampleur des violences qui sont perpétrées et véhiculées par et dans l'industrie pornographique. Ça aussi, c'est dans la continuité du mouvement MeToo. Ce sont des révélations qui sont extrêmement importantes pour montrer à quel point notre culture est imprégnée de la culture du viol et des violences sexuelles et à quel point les représentations sur la sexualité sont marquées par des normes de violence et par cette culture du viol, mais aussi par des représentations sexistes, racistes, homophobes et des inégalités qui sont de plus en plus exacerbées dans les représentations qui sont véhiculées par ces films. D'autres constats que je voulais partager avec vous, c'est d'abord qu'au fil des années, l'arsenal législatif s'est renforcé. On en parlera tout à l'heure, encore des améliorations à apporter, mais on peut constater qu'aujourd'hui, l'arsenal législatif est quand même relativement complet pour condamner les violences sexistes et sexuelles. Et pourtant, et puis on a également un portage politique fort, en tout cas des déclarations au plus haut niveau de l'État, qui visent à faire de la lutte contre les violences faites aux femmes et de l'égalité femmes-hommes, plus généralement, une priorité politique. On peut aussi se constater et se réjouir du fait qu'aujourd'hui, on ne considère plus les violences sexistes et sexuelles comme une affaire privée. C'est devenu vraiment un objet de politique publique et une priorité de politique publique. Et pourtant, vous l'avez signalé, encore 80% effectivement d'affaires de violences conjugales classées sans suite, un très faible taux de condamnation. Les condamnations pour viol ont baissé de 40% en 10 ans. Donc on a aujourd'hui, dans la réalité, une grande difficulté pour les femmes à faire valoir leurs droits. On peut constater, ce qu'on constate finalement, c'est que cette culture du viol et du sexiste est encore omniprésente dans notre société. Et si le seuil de tolérance a baissé, il reste encore effectivement un long chemin à parcourir pour à la fois mieux prendre en compte la dangerosité des auteurs, on y reviendra tout à l'heure, mais aussi pour combattre ces violences sexistes et sexuelles qui sont omniprésentes dans toutes les sphères de la vie des femmes et à tous les âges de la vie des femmes. Merci Clémence et merci de rappeler effectivement la question du proxénétisme et le rapport du Sénat sur la pornographie. J'espère qu'on aura le temps d'en parler un peu plus. Françoise, je me tourne aussi vers vous pour vous poser la même question. Quel constat faites-vous ? La FNSF gère le 3919 et puis, comme chaque année, à l'occasion du 25 novembre, la FNSF analyse les données du 3919. Alors, qu'est-ce que disent les chiffres aujourd'hui, en 2022 ? Ça marche ? Oui. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Sophie pour cette invitation. Ce que je voulais dire, pour un petit peu rebondir sur les propos de Clémence, c'est que les violences sexistes, elles se déroulent dans un contexte d'inégalité, de stéréotypes sexistes, et dans l'accès aux ressources aussi pour les inégalités, dans l'éducation, dans la sphère politique, dans la sphère privée. Et donc bien se rappeler que c'est un phénomène qui est vraiment prégnant dans toutes les sociétés à travers le monde, et évidemment avec des différences dans la mesure où il y a des conflits, et où aussi il y a un état de droit ou des lois qui ne protègent pas les femmes. Ce que je voulais dire, c'est que dans le réseau Solidarité Femmes, on est aussi à peu près dans les mêmes chiffres que
que ceux du CIDF en nombre de femmes accompagnées. C'est pas pour vous abreuver de chiffres, mais c'est pour montrer un peu l'ampleur. Donc 45 000 femmes accompagnées et hébergées, puisque nous, on dispose de 3 700 places d'hébergement dans notre réseau. Et quand je parle aussi de stéréotypes sexistes, on vient de sortir un sondage IFOP qui montre qu'on est au-delà un petit peu des estimations. Alors c'est évidemment un sondage, c'est pas une enquête scientifique, mais en tous les cas, on a fait ce sondage sur quelques semaines avec l'IFOP et on a 14% de femmes qui déclarent avoir été victimes de violences conjugales dans l'année précédente. Donc soit effectivement il y a des déclarations plus importantes, soit on a une augmentation d'un certain nombre de types de violences. Pour dire que ce qu'on a aussi dans ce sondage IFOP, avant de donner les chiffres pour parler des stéréotypes sexistes, c'est que 12% des hommes français considèrent que forcer sa conjointe à avoir un rapport sexuel n'est pas une violence sexuelle. Donc, voilà, stéréotype qui est quand même malgré tout important. Un homme sur 5 considère que confisquer les moyens de paiement de sa conjointe n'est pas une violence économique. Et 26% d'entre eux estiment que l'empêcher d'avoir accès à ses revenus et comptes bancaires ne relève pas non plus de violence conjugale. Voilà, donc c'est vrai que le chemin à parcourir sur les stéréotypes sexistes, il est encore... on a encore un peu de chemin et surtout voilà, de travailler aussi en matière de prévention avec les jeunes justement pour déconstruire ces éléments. Alors pour en revenir au 3919, depuis 2017, on a doublé le nombre d'appels entrants, d'appels pris en charge. Cette année, on est à 2021, 92 674 000 appels qui sont arrivés sur la ligne d'écoute. C'était plus 14% par rapport à 2019. On laisse un peu de côté 2020 parce qu'il y avait l'année du confinement. Donc pour montrer que plus on communique sur le numéro d'écoute, plus les femmes s'en saisissent aussi. Ce qui est aussi important pour pouvoir sortir des violences au plus tôt. Sur les chiffres qu'on a sortis cette année, on a noté, alors je ne vais pas répéter un peu les types de violences, mais on a noté des augmentations de violences sexuelles en particulier et violences économiques. Ce qu'on a noté, c'est que la nuit, on avait presque doublé le nombre d'appels pour viol et violences sexuelles hors couple. Donc des femmes qui se saisissent de la ligne d'écoute la nuit. Et sur les violences conjugales, on a plus 47% de femmes qui ont déclaré des violences sexuelles, 60% d'entre elles pour viol conjugal. On a également noté une augmentation des maltraitances directes sur les enfants, à savoir que dans les violences conjugales, tous les enfants sont exposés, ils sont donc co-victimes, mais on a aussi une partie d'entre eux qui sont victimes directes, et là le chiffre a augmenté de plus 5%, 36%. Et on a aussi un point important, c'est les tentatives de féminicide, puisqu'une femme sur 10 déclare une tentative d'étouffement ou de strangulation, et une femme sur 5 indique avoir été menacée de mort, soit un taux supérieur à deux fois supérieur à celui de l'année précédente. Donc on a noté une augmentation des indicateurs de gravité, avec aussi des agresseurs récidivistes dangereux dans 2163 situations. Voilà, et sur les violences économiques, une augmentation de 6%. Donc voilà, ça montre qu'on a à la fois une augmentation des chiffres des demandes des femmes, mais aussi une augmentation de la gravité d'un certain nombre de violences, ce qui nous interroge quand même au regard effectivement des mesures qui sont prises. Est-ce que c'est l'aggravation de la crise économique? Est-ce que c'est la non-application des lois qui laisse aussi un certain nombre d'agresseurs dans l'impunité? Est-ce que voilà, c'est une interrogation qu'on peut avoir alors qu'effectivement on a un arsenal législatif qui est quand même plutôt bien construit, même si on y reviendra, il y a des améliorations à apporter. Mais en tous les cas, ça montre aussi que c'est peut-être une réaction aussi, en tous les cas, des femmes qui veulent partir tôt et donc d'agressions fortes parce qu'elles cherchent à partir, en sachant qu'il ne faut pas non plus se désespérer. Voilà, il y a beaucoup d'associations, il y a les CIDF, il y a les associations du réseau Solidarité Femmes, d'autres réseaux voilà, qui sont aussi très présentes sur le terrain en France et qu'on peut être accompagné, on peut être suivi et on peut sortir des violences en étant mis en sécurité et avec une reconstruction qui prendra le temps nécessaire en tous les cas et qui aboutit souvent à des femmes qui vont rebondir dans leur vie. Et notre travail à nous aussi, c'est de travailler sur leur émancipation, c'est-à-dire que beaucoup de travail en collectif pour que aussi on déconstruise les stéréotypes sexistes, l'intériorisation d'un certain nombre de rôles sexués qu'elles ont, pour qu'elles puissent rebondir aussi dans leur vie en ayant ces lunettes de sexisme et de genre, pour peut-être avoir un autre conjoint et aussi dans l'éducation de leurs enfants avec ces questions d'égalité bien en tête. Voilà, ça fait partie de notre travail aussi de conscientisation à travers des accueils collectifs, des groupes de parole,
qui sont, par exemple, aujourd'hui, je sais que le 25 novembre, beaucoup d'associations du réseau participent à des actions publiques avec les femmes hébergées ou suivies pour travailler justement sur la déconstruction de ces stéréotypes sexistes et échanger en tous les cas sur ce que sont les violences sexistes. Voilà, merci. Merci Françoise. Et alors, vous avez mentionné les violences économiques. C'est une campagne que mène en ce moment, une campagne de sensibilisation que mène en ce moment la FNSF. Alors, pourquoi ces violences particulièrement? Pourquoi ce sujet-là? Et pourquoi sont-elles aussi graves que les violences sexuelles? Alors, la question des violences économiques, c'est d'abord une violence qui n'est pas très reconnue, qui souvent est préexistante à d'autres formes de violence ou concomitantes. C'est par exemple la privation des ressources, l'interdiction d'aller travailler, le fait qu'un conjoint peut séquestrer sa conjointe et donc l'obliger à avoir des abandons de poste, avec ce que ça peut comporter derrière comme sanction aussi sur le plan de leur emploi. Ça peut être aussi le surendettement, comment certains conjoints vont régler par exemple l'achat de l'appartement et en même temps laisser madame payer toutes les factures qui ne se voient pas finalement. Et quand il va y avoir la séparation, ça va être compliqué pour madame de prouver qu'elle a aussi participé à ces achats. Ça peut être aussi l'interdiction de se nourrir. On voit parfois des femmes qui ont juste 20 € d'argent de poche, entre guillemets, toutes les semaines pour se nourrir avec leurs enfants, etc. etc. Et puis après la séparation, ce sont aussi le non-paiement de ce qu'on appelle couramment les pensions alimentaires ou les retards de paiement, les abandons de famille, mais aussi la multiplication des procédures judiciaires, c'est-à-dire comment l'agresseur va multiplier les procédures et pour effectivement épuiser les femmes, bien sûr, mais aussi les rendre exsangues financièrement, faire traîner en fait toutes les procédures, etc. Donc on voit que c'est un point important. Et ce qu'on a noté au 39-19, c'est qu'on a un très gros différentiel entre les auteurs de violences et les femmes. On a un différentiel de 2 à 3 fois supérieur que dans la population normale. Entre les femmes qui travaillent, ils sont un peu moins de 50%, et les auteurs de violences qui sont à 70% en emploi. Ça veut dire qu'on a vraiment ces violences économiques, elles ont un impact très fort sur la précarisation des femmes, leur indépendance économique et leur émancipation. C'est pour ça qu'il faut les faire connaître. Donc on vient de sortir un spot qui s'appelle High Money. C'est une fiction, mais qui en fait n'est pas une fiction puisque c'est la réalité que vivent des femmes au quotidien. Et c'est vrai que la question de l'emploi, de l'émancipation financière, elle va aussi sur la question aussi de l'égalité. Évidemment, on sait très bien qu'il y a des inégalités dans les ressources déjà dans la société. Et donc les violences aggravent cette précarité et rendent les femmes encore plus vulnérables. Et donc je ne parle pas non plus des femmes étrangères qui sont encore plus précaires et qui ont moins d'accès encore aux droits puisqu'elles n'ont pas non plus accès forcément aux aides sociales de droit commun et pour lesquelles on accueille dans nos centres d'hébergement, mais voilà, pour lesquelles la situation est encore plus compliquée, souvent du fait de violences administratives, c'est-à-dire la confiscation des papiers, la non-régularisation à la préfecture. On a des femmes qui sont depuis 10 ans en France et qui n'ont toujours pas été régularisées. Merci. Alors effectivement, là, on a parlé d'un constat au niveau national. Mais Iris Maréchal, vous avez fondé et donc vous présidez donc l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. En 2020, l'Observatoire a publié un premier rapport qui constatait l'ampleur des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. S'il y a 2 chiffres à connaître, mais vous allez peut-être en rajouter d'autres, mais en tout cas, c'est ceci. Une étudiante sur 20 a été victime de viol, 1 sur 20. Et 1 sur 10 a été victime de violences sexuelles. Alors aujourd'hui, l'Observatoire s'apprête à sortir une seconde étude. Vous êtes les seuls à pouvoir produire ces chiffres-là. Quels sont les constats que vous faites? Est-ce que les choses ont évolué en 2 ans? Alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, peut-être pour rappeler un peu le contexte de création de cette association. J'ai décidé de monter l'Observatoire en 2019. À l'époque, ça faisait à peine 2 mois, 3 mois que j'étais en école de commerce. Et j'avais déjà été témoin, victime de propos, d'actes totalement inadmissibles. Et donc à l'époque, je m'étais rapprochée d'une professeure. On avait le même constat qu'elle avait fait, notamment au niveau de la thèse. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait qu'on propose absolument en fait, des mesures, des formations, de la sensibilisation dans les écoles. Donc on s'est rapproché d'organismes, d'établissements aussi. On leur a proposé ça et honnêtement, ils ont totalement nié le problème. Ils nous ont dit, bah, écoutez, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de cas. Vous me parlez d'une culture du viol, je ne comprends pas trop non plus la définition de ce que c'est. Donc je ne peux rien faire pour vous, désolé.
Donc ça, c'était en 2019. Le sujet était encore honnêtement tabou. Il y avait eu effectivement MeToo, mais il n'y avait pas eu les MeToo dans chacun des secteurs. Et en fait, on pensait que le secteur de l'enseignement supérieur n'avait pas été atteint par ce problème-là. On a donc décidé en fait de lancer le premier questionnaire national sur la question. Donc on a regroupé en fait d'un côté une équipe d'étudiantes et étudiants motivés sur cette thématique, des étudiantes qui travaillaient aussi notamment sur la partie analyse de données, communication. Donc on a vraiment fait valoir cette expertise étudiante qui était pourtant niée par les établissements. Et de l'autre côté, on a mis en place un comité d'experts avec des sociologues, des psychiatres, des statisticiens pour créer le questionnaire le plus exhaustif possible. On l'a diffusé et en fait très vite on a obtenu plus de 10 000 réponses. On a diffusé dans toute la France, tous les niveaux d'études, tous les types d'études aussi. Et effectivement, comme vous le disiez, les résultats étaient alarmants. Une étudiante sur 10 victime d'agression sexuelle, une étudiante sur 20 victime de viol. Et on a essayé de creuser un peu et on s'est demandé pourquoi en fait l'enseignement supérieur était un terreau si propice aux violences. Et ce que nous ont remonté les étudiantes et les étudiants, c'est que globalement, il y a 4 grandes thématiques qui sont regroupées dans les études supérieures. Premièrement, il y a un manque d'éducation de la part des étudiantes et des étudiants sur le sujet. Quand on les interroge, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même une personne sur 5 qui ne sait pas faire la différence entre viol, agression sexuelle, harcèlement sexuel, qui ne connaît pas ni la définition, ni les conséquences pénales. Donc ça, c'est un énorme problème pour à la fois identifier la violence en tant que témoin, victime. Donc il y a ce niveau-là qui est vraiment le niveau d'éducation. Deuxième grand axe, c'est l'alcool. Ce qui est remonté beaucoup, c'est vraiment l'omniprésence d'alcool en soirée, alcool qui est notamment utilisé par les agresseurs pour affaiblir la victime. Et donc nous, on a beaucoup de témoignages d'étudiantes ayant subi des viols après une soirée, dans un état alcoolisé, dans un état dans lequel elles ne peuvent même pas donner de consentement, ou en tout cas pas un consentement éclairé. Troisième grand axe, assez important, c'est en fait ce qu'on appelle effet de groupe, pression pour être intégré. Ce qu'on voit dans beaucoup d'écoles de commerce, d'écoles d'ingé, de fac aussi, c'est finalement ces traditions qui vont se transmettre de génération en génération, très souvent dans les associations, les clubs de sport, et qui sont vraiment des traditions qui vont véhiculer ce qu'on appelle la culture de viol, c'est-à-dire toutes ces attitudes qui banalisent, minimisent les faits de violence. Et donc c'est une culture qui se transmet de génération en génération et qui, sans dédouaner les agresseurs, mais pousse les étudiants à agir différemment. Donc ça, c'est, on va dire, le troisième grand chantier, pardon. Et dernier axe, c'est l'impunité. C'est-à-dire qu'en fait, même quand une étudiante ou un étudiant va signaler à la violence, que ce soit fait au sein de l'école ou au commissariat, il y a tellement peu de conséquences derrière, c'est ce qu'on disait, tellement peu de condamnations, de sanctions, que finalement, ça va pousser les agresseurs à récidiver. Et donc, en fait, on a ce cercle de violence qui ne s'arrête pas. Donc, voilà, globalement, c'est un terreau de violence dans l'enseignement supérieur qu'on voit, en fait, peu importe le type d'études, fac, université, école d'ingé, école de commerce, peu importe le contenu de la formation ou l'âge, en fait, des étudiantes et étudiants. On parlait de l'évolution. En termes d'évolution, c'est encore assez compliqué de juger, effectivement. Si on regarde en termes purement statistiques, il y a eu notre étude, mais ensuite, il y a eu plein d'initiatives étudiantes, d'associations qui font un énorme travail sur le terrain pour faire remonter ce qui se passe. Quand on compare les chiffres, on voit que ça ne bouge pas. C'est-à-dire que les enquêtes de AgroSupélec, il y a eu Sciences Po, il y a eu les mines d'Alès, il y a eu Polytechnique récemment, montrent que les chiffres sont peu ou prou exactement la même chose ce qu'on a mis en lumière en 2019. Donc au niveau statistique, ça ne bouge pas. On voit malgré tout, et ça c'est plutôt un retour personnel, mais qu'il y a un changement de mentalité, notamment poussé par les médias. C'est-à-dire qu'en 2019, quand on a créé l'association, c'était tabou, aussi bien pour les établissements qui ne voulaient pas travailler avec nous, que même pour les étudiants qui me regardaient en me disant « mais t'es une paria, pourquoi tu te lances là-dedans et il n'y a pas de problème ?» Aujourd'hui, il y a un vrai changement de mentalité, c'est-à-dire que, alors qu'à l'époque, un établissement qui s'intéressait à la thématique était stigmatisé, on allait lui dire « mais vous vous intéressez à la thématique, vous avez quelque chose à vous reprocher ». Aujourd'hui, c'est plutôt un établissement qui ne s'intéresse pas à cette thématique-là qui va être stigmatisé. C'est-à-dire qu'on va leur dire, en fait, tout le monde est concerné. Il n'y a pas un établissement dans lequel il n'y a pas de viol, en fait. Donc, il y a un peu un changement de mentalité qui a été notamment poussé, je pense, par les médias et le focus médiatique qui a été mis sur les enquêtes qui sont montées
des étudiantes, et donc c'est évidemment tout le travail des associations qui a fait changer les choses. Côté établissement, il y a une dynamique, ça va évoluer, ça a évolué honnêtement lentement. On voit des établissements qui vont prendre en compte cette thématique-là de manière naturelle, d'autres qui vont la prendre en compte suite à des scandales médiatiques. On a de bonnes initiatives, on a Centrale, Agro qui ont mis en place des cellules de veille et d'écoute suite à des signalements. Après, on peut un peu contester l'efficacité et voilà, le contexte de mise en place, mais on a ces initiatives-là. Ça reste honnêtement très sporadique et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, Iris. Donc des chiffres vraiment inquiétants, surtout ceux du 39-19, doublement des appels. Pas un meilleur constat dans le milieu étudiant. Et puis, on voulait aussi, moi, je voulais aussi mentionner avec Gilles Lazimi, mais je le mentionne quand même, la note de vigilance du Haut Conseil à l'égalité qui tire la sonnette d'alarme sur la situation aussi dans les écoles et qui demande un plan d'urgence de l'égalité à l'école parce que le HCE constate une augmentation de la culture du viol aussi à l'école, avec des chiffres tout aussi inquiétants que ceux de l'Observatoire étudiant. 1 jeune sur 4 qui déclare avoir eu des rapports sexuels non consentis et 1 jeune femme sur 5 victime de pornodivulgation. Donc à l'école, c'est pas mieux. Et je me tourne vers vous, Madame la Ministre, parce qu'on se demande si finalement, est-ce que cette situation et ces tendances, on les observe uniquement en France ou est-ce que vous partagez ces constats pour la Belgique ? Merci, merci pour l'invitation et bonsoir à tous. Donc oui, en effet, en Belgique, on a les mêmes constats. On n'a pas encore créé un royaume en mixité choisie sans personnes violentes. Donc le patriarcat est évidemment présent dans la société belge comme partout en Europe et dans le monde. On sait que, par exemple, à l'échelle européenne, la première cause de mortalité des femmes de 16 à 44 ans sont les violences de genre. On est aujourd'hui en 2022, enfin ici au mois de novembre, à 20 féminicides comptés par l'associatif, donc qui dénombre, je pense comme en France, les féminicides sur base d'articles de presse, ce qui correspond donc à peu près au nombre de la France, je pense, vu qu'on est sur une population de 12 millions. Donc évidemment, le constat est là. Maintenant, je pense que ce qui est quand même intéressant à observer, c'est le changement en matière de riposte. En fait, on ne laisse plus passer ces violences. Et donc c'est ça qui est intéressant, je pense, dans la période que nous traversons aujourd'hui, c'est de voir que ces violences, elles sont dénoncées. Les victimes disent stop, en fait, on ne veut plus subir ces violences. Il faut des actions publiques. Donc comme Iris le disait juste maintenant, il est urgent de mettre en place un plan au niveau des écoles. Et donc ça se passe dans plein de milieux de la société, que ce soit au niveau du sport. On le voit aussi à Bruxelles, on a eu le mouvement Balance ton bar qui dénonçait les violences sexuelles et sexistes dans le milieu de la nuit. Balance ton folklore qui dénonçait les violences sexuelles et sexistes dans le milieu universitaire. MeToo Academia, plutôt au niveau des relations de pouvoir qui peuvent exister au niveau académique. Et donc tout ça, je pense que c'est un facteur de changement. Et il me semble, enfin, en tout cas moi en tant que décideuse politique, c'est ça que je trouve qui donne de l'espoir, en tout cas, pour la suite, c'est de se dire qu'il y a un mouvement social fort qui dénonce le caractère systématique de ces violences, qui est enraciné dans les structures de notre État et pour lesquelles il faut des actions fortes au niveau politique, mais aussi de la part d'autres acteurs. Je pense au monde de la nuit, je pense au milieu universitaire, pour éradiquer ces violences. Et donc, je pense que c'est là, en fait, enfin, en tout cas moi, que j'ai envie de me tourner pour regarder la situation et le diagnostic actuel. Merci, Madame la Ministre. Justement, alors je poursuis sur cette lancée, puisque vous dites les acteurs politiques s'engagent. Alors vous travaillez justement sur un projet de réforme qui est très intéressant et enthousiasmant. C'est la loi Stop Féminicide qui a été adoptée par le Conseil des ministres belges il y a très peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous parler des principales avancées de cette loi et puis de la manière dont vous l'avez construite ? Oui, tout à fait. Mais donc, pour faire un peu le lien avec ce que je viens de dire, je crois que ce qui est important, c'est aussi d'évaluer les réponses qu'accordent les États à ces mouvements sociaux qui dénoncent ces violences. Je pense que c'est à ça qu'on peut mesurer qu'un État prend au sérieux la question des violences de genre ou pas, parce que chercher un État non patriarcal dans le monde, je pense que c'est vain et c'est pas là que va venir la solution. S'il y en a un qui existe, c'est super.
mais c'est plutôt du côté des solutions publiques qu'il faut s'attacher. Donc, ce qui est intéressant à mes yeux en Belgique, c'est que depuis donc, la création du gouvernement actuel, il y a 2 ans, c'est la première fois qu'il y a un gouvernement paritaire qui est mis en place avec un secrétariat d'État uniquement dédié aux questions d'égalité des genres et des chances. Et ça, c'est pas rien parce que ça veut dire qu'il y a des moyens humains qui sont débloqués, il y a des moyens financiers qui sont mis à disposition et vraiment du temps de travail pour mettre en place ces politiques de façon transversale avec l'ensemble des ministres du gouvernement à travers notamment des outils comme le gender mainstreaming, le gender budgeting, et puis alors en mettant en place des politiques spécifiques comme la loi Stop Féminicide qui a été adoptée à mon initiative le 27 octobre dernier par le Conseil des ministres. Alors cette loi, donc déjà, elle se base en grande partie sur le travail mené par l'associatif pendant toutes ces années. J'ai cité tout à l'heure le recensement qui est organisé par des bénévoles pour recenser les féminicides. Eh bien, cette loi, elle permettra d'organiser un recensement officiel des féminicides et donc de soulager les féministes et les militantes qui pourront consacrer leur temps à des choses peut-être un peu plus intéressantes que de lire les pages de faits divers dans la presse pour trouver les féminicides. Et donc d'avoir aussi un recensement qui soit plus objectif, parce qu'en fait, ils seront basés sur des statistiques policières. Donc ça, c'est le premier volet. Pour pouvoir réaliser ce recensement, il y a un ensemble de définitions qui sont adoptées. 4 types de féminicides. Le féminicide intime, le féminicide non intime. Donc le féminicide intime qui est celui qui relève de la sphère familiale par un conjoint, par un frère, par un parent proche. Le féminicide non intime qui relève notamment des pratiques préjudiciables qui sont infligées aux femmes, je pense notamment au MGF, qui pourraient entraîner la mort d'une femme. Et puis alors le féminicide indirect, ça peut notamment constituer en le suicide forcé suite à des années de violences psychologiques, économiques ou autres. Et alors le dernier féminicide qui pourrait englober notamment les cas le dernier cas, donc c'est l'homicide fondé sur le genre, qui pourrait notamment inclure les cas d'homicide d'une personne trans, par exemple. Donc ça, c'est le volet définition, des définitions officielles qui sont inscrites dans le texte de loi. Et ça, c'est une première en Europe d'avoir des définitions qui sont établies dans un texte, et ça pourra être utilisé dans le cadre d'autres textes de loi, de pouvoir s'appuyer sur les définitions qu'on a inscrites dans ce texte. Le deuxième volet, c'est le volet de protection, donc des mesures de protection concrètes des victimes, par exemple l'instauration et la généralisation d'un outil d'évaluation des risques qui sera utilisé pour évaluer le danger auquel est exposée une victime de tentative de féminicide. Et donc ça veut dire qu'à chaque étape de l'enquête, on devra réévaluer le niveau de danger et déployer des outils de protection adéquats. Je pense par exemple à l'éloignement de l'auteur des violences, du domicile conjugal, l'interdiction de lieu, l'interdiction de contact. On est aussi en Belgique en train de déployer une alarme anti-rapprochement. Et donc lorsque l'auteur se rapproche de la victime, la police est alertée et arrive dans les 10 minutes. Et donc ce type d'outils pourront être mis en place pour protéger la victime. Ça, c'est fondamental. Il y a aussi un gros volet formation. Ça, c'est pour nous central. On parlait tout à l'heure de la question de l'étranglement. Alors, en effet, on peut constater une augmentation des cas. Mais en fait, ce qui est important, c'est aussi de noter que les policiers inscrivent le mot étranglement dans les PV au moment du dépôt de plainte. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que quand le PV est mal libellé, qu'on n'inscrit pas le mot étranglement alors que c'est un signe manifeste de risque de féminicide, ça veut dire que le parquet passe à côté du danger auquel est exposée la victime. Et donc c'est aussi ça, la formation des policiers, c'est pouvoir leur permettre de détecter, d'être alertés par des signaux qui peuvent du coup leur indiquer quelles mesures de protection doivent être mises en place. Donc ça, c'est aussi un élément qui fait partie de cette loi. Voilà. Merci Madame la Ministre. Définition des féminicides, formation des professionnels et des policiers notamment dans la rédaction des procès-verbaux. On va regarder attentivement ce qui se passe chez nos voisins belges. On n'a pas parlé jusqu'à présent, mais vous en avez un tout petit peu, vous l'avez mentionné, d'une forme de violence qui est toute particulière, qui est une forme de torture et qui est pénalement réprimée en France, et qui pourtant existe et qui perdure. En France, on estime à 100 000 le nombre de femmes qui sont concernées par l'excision, et dont 3 sur 10 qui sont excisées dans leur pays d'origine. Alimata Fofana, merci d'être avec nous ce soir. Vous avez raconté dans votre dernier livre, À l'ombre de la cité Rimbaud, l'histoire de Maya, qui est aussi votre histoire personnelle. C'est l'histoire d'une toute jeune fille qui vit dans un HLM de banlieue, et qui, à l'âge de 6 ans, lors de ses premières vacances à Bamako, subit une excision.
Vous décrivez Maya, qui est toute jeune et qui est en quelque sorte acculée à forcer son destin, et vous lui faites dire « Je sens que la liberté a un prix, je ne pourrai l'acquérir qu'en enfreignant les règles, qu'en me battant, qu'en acceptant de me mettre en danger ». Et on réalise en vous disant combien le processus est long. D'abord, quand on a été victime d'excision, s'affranchir des interdits, reprendre la parole et ensuite pouvoir espérer guérir. Est-ce que c'est ça votre combat de femme ? Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie de mettre la lumière sur une pratique ancestrale qu'est l'excision. L'excision, on en parle très très peu. On en parle peu dans les médias. On en parle peu, que ce soit dans les hôpitaux, dans les cliniques, mais également dans des associations féministes. Moi, j'ai très très peu entendu parler d'excision, alors qu'on sait pertinemment que l'intégrité physique d'une femme, c'est la chose la plus importante. Donc, moi, à Alimata, j'ai subi l'excision à l'âge de 5 ans, comparé à Maya qui l'a subi à 6. Et pourquoi j'ai décidé, pour cette jeune fille, de mettre l'excision à 6 ans ? Parce que, vous savez, le suivi en PMI en France, c'est de 0 à 6 ans. Et à 6 ans, il n'y a plus de suivi. Et donc, souvent, dans les familles, c'est à ce moment-là que les petites filles sont excisées, parce qu'il n'y a plus du tout de suivi. C'est pour ça que Maya, j'ai préféré la vieillir d'1 an pour qu'on se rende compte qu'à partir de 6 ans, il y a certaines petites filles qui peuvent passer entre les mailles du filet. Donc aujourd'hui, je parle de la question de l'excision parce que je l'ai subie et je pense que pouvoir apporter des éléments du fait de l'avoir vécu, malheureusement. Et il y a une femme qui m'a dit « Mais Alimata, tu parles pour nous ». Pourquoi elle me dit cela ? Parce qu'il y a le poids du tabou. Le tabou, on ne parle pas de cette pratique. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on subit l'excision, on ne dit rien aux petites filles. C'est-à-dire qu'il y a même des bébés qui sont excisés, des bébés de 2 mois, 3 mois. Et désormais, comme je vous l'ai expliqué précédemment, on excise les petites filles. Après 6 ans, il y en a même, c'est 13 ans, 14 ans, 15 ans, donc vous imaginez bien. Donc, on ne vous explique rien. C'est-à-dire qu'on vous fait croire que vous allez aller à un marché, vous allez aller à une fête. C'est un traquenard. Et là, vous arrivez dans un endroit et vous avez, en tout cas pour ma part, je vois une vieille dame qui était en train de poser une espèce de pommade blanchâtre dans le sexe d'une petite fille. Donc, moi, j'ai 5 ans, je ne sais pas encore ce qu'est l'excision. Je ne dis rien, je vois ça, et à un moment, cette femme me prend le doigt et m'invite à venir, et c'est à ce moment-là que je subis l'excision. Donc, je ne sais pas ce qui m'arrive, une douleur monstrueuse, parce qu'il faut bien comprendre que l'excision est faite sans anesthésie, c'est sur un corps à vif. Donc, vous imaginez la douleur et la souffrance pour un bébé ou une petite fille. Donc, suite à cela, je me relève extrêmement difficilement, je ne peux pas me tenir debout, je perds l'équilibre. Et je dis, parce que c'est une tante qui m'a amenée, et je dis à cette tante, je vais le dire à ma mère. Et quand je retourne retrouver ma mère, ma tante dit à ma mère, ça s'est bien passé. Donc je comprends de manière implicite qu'elle est au courant. Donc je ne peux plus me tourner vers ma mère pour lui raconter ce que j'ai subi. Elle ne me dit rien, donc j'intègre qu'il ne faut pas parler de ça. J'ai 5 ans. Ça s'était passé au Sénégal pour ma part. Je prends l'avion, je retourne en France et je retourne à l'école maternelle. Et je marche toujours très difficilement. Et là, les enseignantes n'ont pas voulu voir. On ne peut pas me faire croire qu'on ne voit pas une petite fille qui a du mal à marcher. Moi qui enseignais dans une école maternelle jusqu'en juillet dernier, un enfant qui a mal, même si je n'étais pas en mesure de nommer la chose, j'aurais pu dire que j'ai mal à cet endroit-là. Donc là, je comprends encore une fois que j'ai subi quelque chose, mais je dois faire comme si ça n'existait pas. Donc ça l'est pour moi, mais ça l'est aussi pour de nombreuses jeunes filles. Donc vous grandissez en vous disant que vous n'avez pas le droit de parler de l'excision. Et dans votre propre famille, on n'en parle pas. Et le tabou est tellement fort qu'on n'en parle pas entre sœurs, encore moins entre frères. Moi, mes frères, ils ont découvert que j'avais subi l'excision quand mon livre est sorti. J'avais 28 ans. Ça, vous voyez, ça montre le poids dire le tabou est tellement fort qu'il fait aussi mal presque que l'excision en elle-même, quoi. À partir du moment où vous ne pouvez pas nommer
Vous ne pouvez pas dire que vous avez mal, parce qu'il faut bien comprendre que quand vous subissez une pratique comme celle-ci, il y a des conséquences physiques importantes et des conséquences psychiques, parce que c'est un trauma. Donc il va falloir grandir avec ça, et ça veut dire qu'on ne sait pas forcément où se tourner, parce qu'on n'en parle quasiment pas à la télévision. Moi, je me souviens à l'époque, même quand j'entendais certaines féministes, elles ne parlaient pas d'excision. Mais où est-ce que je me tourne quand je suis une jeune fille? C'est vraiment ça, la question. À qui je peux demander de l'aide? Il va de soi que je ne peux pas demander de l'aide à mes parents, parce que c'est eux qui me l'ont fait subir. Je sais que dans ma famille, c'est quelque chose qui se pratique. Je sais en plus que c'est une pratique qui est punie par la loi. C'est-à-dire que je l'intègre et que ça, c'est le propre d'un enfant, il aime ses parents malgré tout. Et c'est ça, c'est très, très complexe. Alors, souvent qu'on dit, mais oui, mais elle peut porter plainte. Porter plainte contre ses parents, c'est tout de même extrêmement compliqué. Parce qu'on les aime, nos parents. On les aime, et c'est vraiment ce qui est difficile à comprendre, c'est que nos mères, quand elles nous font subir cela, elles pensent le faire pour notre bien. Je ne dis pas qu'elles ont raison, j'essaye d'expliciter. Et il ne faut pas oublier un élément très important, c'est que moi, j'ai subi l'excision, ma mère l'a subi, ma grand-mère l'a subi, mon arrière-grand-mère l'a subi. Et qu'est-ce qui fait qu'il y ait un schéma de répétition? C'est que alors, nos parents, quand ils quittent l'Afrique et ils arrivent, je parle en Occident de manière générale, ils ne maîtrisent pas forcément la langue. Moi, je vois mes parents, ils ne maîtrisaient pas la langue française. Ils n'ont pas été à l'école. Ils ne savaient ni lire ni écrire. Donc, ils arrivent ici, ils sont souvent dans l'urgence. C'est-à-dire qu'ils cherchent un travail. En plus, il faut envoyer des sous au pays là-bas. Donc, ils font comme ils peuvent. Et leur peur première, c'est que leurs enfants ne leur ressemblent plus. Qu'il y ait une rupture entre leurs enfants et eux. Parce que comme ils ont quitté là-bas, ils arrivent déjà avec un bagage culturel. Et ils ont très, très peur de perdre leur identité. Donc, généralement, ils sont beaucoup plus attachés à la tradition que même ceux qui sont restés là-bas. Donc, pour nos parents, ils transmettent ce qui leur a été transmis parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources. Contrairement à ma génération, nous avons la chance d'être nés et d'avoir grandi en France et on a été à l'école. Donc, on est en mesure de remettre en question. On est en mesure d'avoir d'autres ressources et c'est ça la différence avec nos parents. Moi, je vois avec ma mère, parce qu'elle a évolué au fil du temps, ça a mis un certain temps, mais elle a évolué au fil du temps à partir du moment où elle était en contact avec d'autres personnes. Parfois, on me pose la question, mais que faudrait-il faire pour que les femmes agissent autrement? Je dis, c'est pas la révolution, il ne faut pas venir avec des pancartes, c'est pas du tout ça. C'est qu'elles sortent de l'isolement, qu'elles soient en contact avec d'autres. Moi, je me souviens, là où j'ai grandi, dans une maison de quartier, il y avait un club maman-bébé. C'était des mères qui se rencontraient et qui pouvaient échanger. Mais juste ça. C'est-à-dire que là, elles peuvent parler avec des femmes qui sont différentes. Avec des femmes qui sont différentes d'elles, avec des animatrices. Elles vont faire des activités où elles vont se sentir exister à part entière. Parce que dans nos familles, l'individu n'existe pas. C'est le groupe qui prime sur l'individu. Donc, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps, il est au service des autres. Donc, c'est ça, l'état d'esprit. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est que nous, qui sommes nés en France et on va dans les écoles, dans les collèges, et qu'on nous dit, oui, Alimata, liberté de la femme, liberté sexuelle de la femme. Et quand tu es en classe et que tu entends, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Ça ne me concerne pas. Ah, c'est peut-être pour mon voisin, mes voisines, mais ça ne me concerne pas. Donc c'est ça, toute la complexité, c'est qu'on est, moi je dis souvent cela, on est déchiré entre deux mondes, entre ce que vous avez vécu dans votre chair et ce qu'on essaie de vous instruire. Alors, quand vous êtes bon élève, vous apprenez, voilà, et après vous écrivez, mais il y a quelque chose en vous où vous dites que vous êtes à moitié femme. Il vous manque quelque chose. Et cette chose, elle vous a été arrachée. Et comme moi, je l'ai subie à l'âge de 5 ans, je m'en souviens comme si c'était hier. Parce que la mémoire d'un enfant à 5 ans est tout de même vive. Merci, Alimata.
Et merci de poser la question et de mettre le doigt sur cette question de ces femmes qui sont victimes, et qui sont prisonnières et qui sont devenues aussi bourreaux parce qu'elles deviennent exciseuses. Et parce qu'il y en a aussi ici en France. Francis Abramovici, je me tourne vers vous. Vous êtes médecin et vous avez une connaissance différente, mais tout aussi précise et fine de ces questions. Quel est votre regard en tant que professionnel de santé sur le traitement, la prise en charge des violences sexuelles et sexistes et sur la réparation de ces femmes qui ont été victimes ? Eh bien, pour parler après Alimata, ça va être pas si facile que ça, mais je vais peut-être partir de ce que vous avez dit, de cette répétition. Dans l'Ancien Testament, il est écrit « Les grands-parents mangeront les raisins verts et les petits-enfants auront les dents agacées ». Et on voit bien cette répétition de la violence dans les familles. Et quand, en tant que médecin, je suis confronté à la violence aux enfants, par exemple, j'ai le devoir de faire un signalement qui va peut-être amener à ce que l'enfant soit enlevé à sa famille. Et comme le dit très bien Alimata, personne ne peut vivre seul. L'enfant là où il meurt. On est tous dans la nécessité d'avoir un lien et d'avoir un lien avec la famille qui est le premier lien. Et pour éviter ces répétitions qui peuvent se faire de génération en génération, en tant que médecin généraliste, médecin de famille, on est au premier rang dans le colloque singulier de pouvoir déjà repérer ce qui peut se passer, parce que les gens ne viennent pas nous dire « voilà, j'ai tapé mon gosse ». Mais on voit bien qu'il se passe quelque chose de dysfonctionnel dans leur relation avec les enfants. Donc il y a déjà un premier temps qui est celui du repérage de ce qui se passe devant moi dans le temps de la consultation et qui peut nécessiter le signalement ou pas. Et comment je fais pour signaler? Parce que je ne vais pas signaler à tort et je vais signaler à juste titre. Et pour ça, ça demande une construction d'une relation, ça demande de prendre soin. Prendre soin de celui qui est victime, mais aussi prendre soin de celui qui est agresseur, parce qu'en vrai général, il ne va pas bien. C'est aussi quelqu'un qui est en souffrance, soit parce qu'il a subi des souffrances, soit pour d'autres raisons, en tout cas parce qu'il n'y arrive plus. Et donc, le travail du médecin, c'est de prendre soin de chacun des individus qui se présentent face à lui. Ça, c'est quand ça arrive et que ça se présente en consultation, et malheureusement, il arrive que nous suivions des familles dont les enfants vont être tués par les parents. Ça arrive, hein, ça fait partie de notre expérience et c'est forcément douloureux, surtout si on l'a vu trop tard. Ça, c'est une première remarque, c'est une remarque du quotidien. Une deuxième remarque, c'est que, pour prendre un peu de hauteur et par rapport aux chiffres que vous aviez dit, j'ai pas eu le temps parce que je ne prévoyais pas d'être là avec vous cet après-midi, et je vous remercie de m'avoir invité quand même, parce que c'est passionnant. Il y a une enquête épidémiologique européenne qui est faite par téléphone tous les 3 ou 5 ans et qui interroge avec une méthodologie bien construite dans 5 ou 6 pays européens, le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, un panel représentatif des habitants pour leur demander leur état mental et leur antécédents de violence. Et on s'aperçoit que la France est 2 fois plus, ou presque 2 fois plus en souffrance que les autres pays européens, et qui a 2 fois plus d'antécédents de viol ou de violence. Et quand il y a eu ça, heureusement, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent se reconstruire, ce qu'on appelle la résilience dans notre langage, et qui peuvent continuer à vivre avec une cicatrice, avec une douleur. Puis il y en a d'autres qui gardent l'amnésie, parce que le meilleur moyen de pouvoir dépasser quelque chose comme ça, c'est parfois d'oublier. Surtout quand on est enfant. Alimata, elle se souvient parfaitement, mais d'autres oublient complètement. Et le meilleur moyen d'oublier, ça n'empêche pas que le corps, lui, n'oublie pas. Et ces personnes-là vont se présenter chez le médecin avec des symptômes, et c'est bien aujourd'hui reconnus par la science, mais pas forcément par les médecins, qui peuvent être divers et variés, qui peuvent être de l'addiction, qui peuvent être des pathologies psychiatriques, qui peuvent être de la mise en danger de soi. En tout cas, avec des consultations plus fréquentes. Je m'en suis aperçu, parce que je n'ai pas reçu cet enseignement à l'université quand j'étais jeune médecin, je m'en suis aperçu dans ma pratique. Et du coup, je me suis beaucoup investi sur ces sujets. Il y a plus d'une quinzaine d'années, je me suis obligé à poser la question à toutes les personnes qui venaient pour la première fois: est-ce que vous avez déjà été victime de violences verbales, physiques ou sexuelles? Ça demande à apprendre à se le mettre en bouche, cette question, parce que c'est rentrer dans l'intimité de l'autre, c'est une intrusion, surtout quand ils viennent me voir pour une grippe ou pour un certificat médical. Mais c'est aussi une manière de leur dire: on peut en parler. Aujourd'hui, il y a des études, et c'était un peu révolutionnaire à l'époque, hein. Aujourd'hui, il y a des études, et la Haute Autorité de Santé a sorti pour cette journée, justement, et le Collège de la médecine générale également, une étude montrant que 8 fois sur 10, les femmes disent: vous avez bien fait de m'en parler, ça veut dire que vous êtes prêts à l'entendre. Et je vous remercie de m'en avoir
parler. Il y en a 2 qui, par contre, ne sont pas du tout contents qu'on leur pose la question. Et il faut faire avec aussi. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Et puis, aujourd'hui, vous avez sans doute compris qu'on manquait un peu de soignants et de médecins généralistes. Et même si nous avons essayé de former, et nous continuons à former, et je pense que c'est primordial, nos confrères, les plus jeunes qui sortent de l'université où nous sommes enseignants, mais aussi dans la formation continue, l'ensemble des médecins, à s'emparer de ces difficultés-là. C'est plus facile de prescrire un scanner que de poser ce genre de questions, parce qu'on sent bien que si la réponse est oui, ben, on n'a pas fini la consultation. Et faut-il encore avoir les compétences relationnelles, les compétences des ressources? Et ça demande de la formation, c'est pas inné. Hein. Il y avait un président du Conseil de l'Ordre qui était remarquable, qui disait le médecin, c'est inné chez lui. Mais non, c'est pas inné. Il n'est pas différent des autres, il peut avoir subi les mêmes violences que les autres. Il n'y a aucune raison qu'il soit différent des autres. À partir de ce moment-là, je pense qu'il vaut mieux non seulement avoir des lieux de ressources, d'expertise qui sont importants, mais également pas se contenter de ça, mais former l'ensemble des soignants, que ce soit les infirmières, les médecins, les services sociaux, pour qu'ils puissent être des relais, parce que plus on aura de monde qui sont formés à ce genre de prise en charge, plus on pourra aider et les victimes et les agresseurs qui parfois ont été victimes aussi. Et plutôt les avoir au même lieu. Aujourd'hui, on essaye de mettre en place ce qu'on appelle des microstructures dans les maisons de santé, dans les CPTS et les coordinations de soins, qui sont des lieux où, une fois par semaine, vont venir à l'endroit où il y a plusieurs médecins, un avocat, une assistante sociale et d'autres ressources, pour qu'au même endroit, il y ait une porte d'entrée unique et que les gens reçoivent plus facilement les victimes et puissent ensuite les soigner, parce que le psychotraumatisme, il y a des méthodes de soins spécifiques. Quand les gens ont des souffrances qui restent ancrées dans le corps et qui se manifestent, il y a des méthodes qui sont validées, qui sont aidantes. La réforme de Montpsy est un premier pas. Il y a eu des assises de la psychiatrie, de la santé mentale où j'ai un peu œuvré. Mais c'est un premier pas qu'il a fallu des années pour simplement commencer à ouvrir et qui n'est pas encore arrivé à ce qu'on ait des ressources suffisantes. Voilà pour une première orientation des choses. Merci Francis. Alors on a fait largement le tour des constats, des chiffres et maintenant on sait quand même que la question la plus importante, c'est comment faire pour non seulement enrayer la hausse de ces violences, mais surtout quelles sont les solutions pratiques à mettre en œuvre aujourd'hui et demain pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de victimes. Alors en France, à l'occasion des élections présidentielles, ça a été l'occasion pour beaucoup de structures de mettre en place un plaidoyer très fort avec des propositions très concrètes. Et donc je me tourne à nouveau vers Clémence et Françoise, et peut-être d'abord Clémence pour faire le point sur le plaidoyer qui a été porté par la FNCIDFF sur ces sujets, et plus particulièrement sur la question de la prise en charge et du repérage des femmes victimes de violences. Oui, merci. Bon, on a déjà évoqué quelques pistes. Hein. Je crois que la première étape, c'est la prévention. Et on a déjà évoqué l'importance des campagnes, notamment des campagnes nationales, pour à la fois définir, mais aussi dénoncer les violences, et surtout pour faire connaître les structures qui peuvent aider, les associations ou les dispositifs qui peuvent venir en aide aux femmes victimes de violences, comme le 3919, le numéro d'écoute, les associations comme celle de la FNSF ou les nôtres, les centres d'information, et tous ces dispositifs qui sont des solutions pour les femmes victimes de violences. On a évoqué aussi la question de l'éducation qui est essentielle. Sur la question des violences sexuelles, d'ailleurs, peut-être que vous savez que la loi prévoit 3 séances d'éducation à la sexualité par an à chaque niveau scolaire, de la maternelle jusqu'à la terminale. Qui a reçu 3 séances d'éducation à la sexualité par an? Voilà, quelles que soient les générations représentées ici, je crois que c'est unanime, on le sait, la loi n'est pas appliquée. Alors le jour où la loi sera appliquée, et ça c'est notre première demande, c'est que la loi soit enfin appliquée et que l'État mette en œuvre ces séances d'éducation à la sexualité, pas uniquement sous l'aspect prévention des maladies sexuellement transmissibles. L'éducation à la sexualité, c'est pas uniquement prévenir les maladies sexuellement transmissibles, c'est aussi et surtout découvrir la sexualité, mais une sexualité dans le respect de chacun et une sexualité du consentement. Qui se base en tout cas sur le consentement. Et puis c'est aussi la prévention
de l'ensemble des discriminations liées justement à l'identité sexuelle ou à l'orientation sexuelle. La deuxième étape, c'est d'améliorer le repérage. Alors, vous avez signalé l'importance de la formation des professionnels qui sont vraiment en première ligne pour détecter les violences et orienter les femmes aussi vers les structures adaptées. Souvent, nous, en formation, on rassure les professionnels en leur disant, effectivement, n'ayez pas peur de poser la question parce qu'on va vous donner les outils pour répondre et surtout pour orienter vers des professionnels qui sont formés pour accompagner ces femmes. L'importance aussi de sensibiliser les entreprises. Nous, on mène un programme avec, on va d'ailleurs présenter le 30 novembre une méthodologie qu'on a développée pour accompagner les petites et moyennes entreprises dans la prise en compte des violences conjugales. De plus en plus, les entreprises prennent conscience du fait que les violences conjugales, ça concerne aussi l'entreprise, que dans l'entreprise, il y a des femmes victimes de violences conjugales, que leur efficacité au travail, leur présence même au travail est empêchée par ces violences conjugales et que c'est dans l'intérêt de l'entreprise, mais aussi c'est une question de responsabilité sociétale, hein, que d'accompagner, d'orienter ces femmes, voire même de développer des dispositifs pour les aider à sortir des violences. Et ça, c'est, je pense, une grande avancée que de permettre aussi à ces femmes d'être mieux protégées grâce à l'entreprise et à leur employeur. Il y a également la question de la prise en charge. Alors, vous savez qu'on a parlé des associations. Nos associations prennent en charge les femmes victimes de violences en leur proposant un accompagnement pluriprofessionnel. Donc, chez nous, il y a à la fois des juristes qui permettent d'informer les femmes sur leurs droits, de les informer aussi sur la procédure pénale, qui leur proposent aussi, on a des psychologues qui proposent un accompagnement psychologique, et puis on a des conseillères en insertion professionnelle qui proposent aux femmes qui sont sans ressources une aide pour justement retrouver un travail ou une formation. Parmi les femmes qui sont reçues par les CIDFF, on a 45% de femmes victimes qui sont sans emploi et 31% qui sont des femmes au foyer. Donc on voit bien que l'autonomie économique, c'est un enjeu extrêmement important. Donc l'accompagnement qui est réalisé par les associations, il est essentiel et il doit être davantage soutenu par l'État. C'est aussi une demande que l'on a que de renforcer ce soutien de l'État à ces associations qui mènent une mission de service public. Vous avez parlé des soins, c'est extrêmement important, mais aujourd'hui, il y a une problématique d'offre, mais aussi une problématique d'accès. Et notamment dans le domaine de la santé mentale, pour les femmes qui n'ont pas les moyens financiers pour aller pour consulter des thérapeutes dans le privé. Je pense qu'il faut aujourd'hui, à l'instar du Fonds pour les victimes du terrorisme, créer un fonds pour les victimes de violences sexistes et sexuelles qui permettent de financer justement le soin pour soigner le psychotrauma. Et puis il y a aussi la question du conseil juridique. La Fondation des femmes a sorti une étude à laquelle on a contribué qui calcule le coût d'une procédure judiciaire pour les femmes, c'est 10 000 € en moyenne. Les femmes s'endettent. Tu parlais tout à l'heure, Françoise, des violences économiques. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui renoncent à accès à leurs droits, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens. Et on sait à quel point l'issue est incertaine. 80% de classement sans suite. Hein, et pour les femmes qui vont jusqu'au procès, le taux de condamnation étant très faible, elles ont peu de chance finalement de pouvoir être remboursées des frais de justice qu'elles ont engagés. Donc il faut aussi que ce fonds finance le conseil juridique, puisqu'il y a bien entendu l'aide juridictionnelle qui permet aux femmes qui ont des revenus les moins élevés d'accéder à un conseil gratuit, mais très peu de femmes y ont accès parce que le plafond est extrêmement bas. Favoriser l'autonomie économique des femmes, j'en ai déjà parlé, c'est extrêmement important parce que pour quitter le conjoint violent, il faut avoir un minimum d'autonomie économique. Et pour ça, il faut, dans l'urgence, pouvoir proposer une aide financière aux femmes. Alors, il y a un projet de loi, une proposition de loi qui a été présentée, qui va être discutée à l'Assemblée nationale, qui propose un prêt. Mais ce n'est pas un prêt dont les femmes ont besoin, c'est vraiment d'une aide. Surtout pour les femmes qui n'ont pas de revenus. Donc une aide financière d'urgence, mais il faut aussi pouvoir ouvrir sans délai les droits sociaux et les prestations familiales en se basant uniquement sur les ressources de la personne personnelle de la victime et pas sur les ressources du couple. Il faut aussi renforcer l'accès aux droits. On a trop de femmes qui sont... justement, il faut rompre cet isolement et permettre aux femmes d'être informées sur leurs droits. On a trop de femmes
isolées, sur différents types de territoires, dans les territoires ruraux, mais aussi dans les quartiers politiques de la ville. Il y a un non-recours au droit qui est extrêmement important. Alors nous, à travers ces permanences qui sont ouvertes sur l'ensemble du territoire, 2400 permanences d'accès au droit dans les territoires ruraux, les quartiers politiques de la ville, dans les centres-villes, on développe aussi des dispositifs d'aller vers avec des camions itinérants, des pirogues itinérantes, en Guyane, hein, en métropole un peu moins. On intervient dans les maisons France Service, dans les mairies, dans les points d'accès au droit, les maisons de la justice. Mais voilà, il faut multiplier ces points de contact. On intervient aussi, on anime des permanences dans des centres commerciaux. Il faut multiplier ces points de contact en gardant une certaine, j'ai envie de dire, en préservant l'anonymat, parce que vous ne pouvez pas afficher « attention, permanence face victime de violence » quand vous arrivez dans un village, ça ne marche pas. Il faut aussi avoir cette vigilance et aller vraiment au-devant des femmes en multipliant voilà, ces points de contact. Et puis, enfin, il faut améliorer la protection des femmes victimes de violences. On a une étude qui avait été réalisée justement par le Centre Hubertine Auclair en 2018-2019 montrait à quel point, aujourd'hui encore, les femmes sont mal accueillies dans les commissariats. C'était une étude qui portait sur 3 commissariats en Paris, des Petites Couronnes, et qui montrait en fait que dès le premier accueil dans la rue, puisqu'avec Vigipirate, c'est dans la rue qu'on demande aux femmes et aux hommes qui arrivent d'ailleurs pourquoi est-ce que vous vous présentez ici, jusqu'à l'accueil, jusqu'au dépôt de plainte, ce qu'on constate finalement, c'est que le manque de formation des policiers et des gendarmes les amène à ne pas prendre au sérieux, minimiser, remettre en cause la parole des victimes. On voit aussi que la manière dont les PV de plainte sont rédigés, vous le disiez tout à l'heure, madame, la manière dont ils sont rédigés, la manière dont les preuves sont recueillies au moment du dépôt de plainte, et puis la manière aussi, les brigades de nuit, la manière dont elles interviennent et les protocoles d'intervention ne permettent pas véritablement de protéger les femmes et d'engager une procédure dans les meilleures conditions. Il faut également multiplier les dispositifs de protection. En France, on a la chance d'avoir adopté des mesures qui sont vraiment protectrices pour les femmes. Je pense à l'ordonnance de protection, au téléphone grave danger, au bracelet anti-rapprochement. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'ils ne sont pas assez attribués, proposés. Il faudrait multiplier par 10 la délivrance des ordonnances de protection et également davantage déployer les bracelets anti-rapprochement et les TGD parce qu'ils ont fait leurs preuves. Et on voit que les femmes qui en bénéficient, parmi les femmes victimes de féminicide, on n'a pas de femmes qui disposent d'un téléphone grave danger ou qui sont protégées par un bracelet anti-rapprochement. Hein, donc c'est des dispositifs qui ont fait leurs preuves. Nous, on demande aussi la création de magistrats spécialisés qui seraient en capacité en fait, d'articuler les mesures civiles et pénales. Mais je crois que Françoise, tu vas en parler, donc je ne vais pas m'étaler. Et puis pour finir, je pense qu'il faut aussi vraiment améliorer la protection des femmes étrangères. Pour ça, il faut former les personnels des préfectures à la question des violences conjugales et sexistes et sexuelles. Il faut prévoir dans chaque préfecture la désignation d'une personne référente pour l'accueil des femmes étrangères victimes de violences conjugales ou familiales ou de la traite des êtres humains. Aujourd'hui, ces femmes ne sont pas protégées. Elles doivent pouvoir disposer d'une protection et d'un droit au séjour lorsqu'elles sont victimes de violences à caractère sexiste et sexuel. Mais pour ça, il faut des moyens, et on évalue à environ 1 milliard d'euros le déploiement de ces mesures. Et si on veut que les lois soient appliquées de manière effective dans notre pays et que les femmes aient vraiment bénéficient pleinement de leurs droits, il faut vraiment des moyens supplémentaires. Et c'est environ 1 milliard d'euros par an qu'il faut pour protéger les femmes victimes de violences dans notre pays. Merci beaucoup Clémence. Des propositions, des mesures très concrètes, et effectivement un investissement absolument nécessaire, 1 milliard d'euros pour mettre en place tout ça et tout simplement mettre en œuvre des lois qui existent déjà. Vous avez parlé de l'éducation à la sexualité, c'est la loi Aubry, c'est 2001, c'est 21 heures d'éducation à la sexualité et en pratique c'est 3 heures qui sont réalisées dans des lycées qui sont plutôt des lycées publics. Donc beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. Avant de poser la question à Françoise, et je sais parce que
Madame la Ministre, vous devez partir, mais juste avant que vous partiez, j'en profite pour vous poser cette question. Clémence a abordé le sujet de la justice spécialisée, de la professionnalisation des magistrats. Justement, vous, dans votre projet de loi, et vous travaillez sur ces sujets, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? J'ai vu que vous aviez fait retarder l'horloge. Ah oui. Bien joué, mais... Non, mais donc rapidement. Juste, oui, donc c'est la question de la formation, elle est pour nous centrale en termes de prévention, de changement culturel des mentalités. Moi, je suis en poste pour 4 ans, mais mon objectif, c'est que les politiques que j'insuffle puissent perdurer dans le temps, au-delà de ma présence dans un gouvernement, si par hasard je n'y figurais plus par la suite. Mais donc oui, la question de la formation. En fait, moi, en amont de la loi Stop Féminicide, il y a un plan d'action de lutte contre les violences de genre qui a été adopté il y a 1 an. Et c'est vraiment notre plan de bataille contre les violences. Et donc, c'est des mesures sur lesquelles se sont engagés des ministres de l'ensemble du pays. Donc, en Belgique, on a aussi des gouvernements au niveau des entités fédérées, des gouvernements régionaux, etc. Et donc, on a 23 ministres qui sont impliqués dans ce plan et qui doivent effectuer un reporting de leurs actions. Donc, nous, on a misé énormément sur la question de l'effectivité des mesures sur lesquelles les ministres se sont engagés. Moi, le plan précédent, je n'avais même pas d'évaluation pour dire où on en était, quoi. Donc, c'est absolument catastrophique comme méthode de travail. Donc, on a inscrit dans ce plan la méthode de travail, le fait qu'il y a d'une part un groupe interdépartemental de coordination qui reprend des membres de tous les ministères impliqués, qui sont eux-mêmes formés. Donc là, on touche déjà à la question de la formation, et qui donc eux-mêmes peuvent faire de la contagion culturelle à l'intérieur de leur propre ministère. Donc, il y a un reporting trimestriel, plus un bilan à mi-mandat de l'état d'avancement du plan. Alors, ce plan, il s'inscrit dans la droite ligne de la Convention d'Istanbul. Ce qui m'a permis d'obtenir ça, c'est que c'était inscrit dans l'accord de majorité. En Belgique, on fonctionne avec des gouvernements de coalition. On est 7 partis, donc c'est un long fleuve tranquille. Et donc, avoir cette inscription, donc déjà, d'une part, la reconnaissance des inégalités structurelles et historiques entre les femmes et les hommes inscrites dans l'accord de majorité, et l'engagement à respecter la Convention d'Istanbul sont inscrits noir sur blanc dans ce plan. Et donc ça, c'est dans l'accord de majorité. Et ça m'a vraiment permis de monter l'ambition très fort dans le cadre des négociations sur ce plan d'action. Donc je parlais du monitoring. Il y a aussi, en parallèle de ce groupe de membres de cabinet, un groupe de la société civile. Et ça, c'est complètement inédit. Donc ces associations qui représentent différents types de violences, mais aussi géographiquement. Donc il y a des centres de planning, donc qui touchent plutôt aux questions de droits sexuels et reproductifs, de violences obstétricales ou encore de mutilation génitale féminine, aussi bien que les violences intrafamiliales, les violences économiques, etc., qui sont représentées dans ce groupe. Et ces associations sont payées pour faire partie de ce groupe. Et encore une fois, ça permet de ne pas épuiser les associations, de leur demander un travail gratuit, comme c'est souvent le cas. Et donc ce groupe, il fait à la fois du monitoring, mais aussi c'est une force de proposition pour la mise en œuvre des actions. Alors, en ce qui concerne la formation, on a un engagement, de multiples engagements de formation des professionnels, que ce soit le renforcement de la formation des magistrats. Les magistrats ont déjà reçu une formation depuis le début de la législature, ils ont tous été formés. Ici, ils vont recevoir une deuxième formation spécifique sur la loi féminicide. Ce qui est intéressant dans le fait que c'est inscrit dans la loi, c'est que, vu que c'est une loi, elle va perdurer. Et donc, si les prochains ministres sont moins attentifs et moins enclins à mettre l'accent sur la formation que l'était mon collègue de la justice cette année, qui a décidé lui-même de déjà lancer les formations sans attendre cette loi féminicide, eh bien, ça sera une obligation légale. Et donc, cette formation, elle devra normalement s'inscrire dans le temps, sauf si on annulait cette loi. Mais donc, c'est du coup une action qui est plus difficile à détricoter. Alors, il y a aussi un engagement à renforcer la formation de tous les policiers, notamment en termes d'accueil dans les commissariats. On l'a cité. La formation des agents en matière de migration, ça c'est aussi un engagement avec des référents dans ces organisations. Il y a aussi des engagements en matière de traitement des dossiers des personnes migrantes victimes de violences. C'est un combat qui est très compliqué aussi en Belgique, mais on a su obtenir quand même quelques mesures, notamment en termes d'établissement des pays sûrs, qu'il puisse y avoir une lecture de genre dans l'établissement de cette liste qui pour le moment n'est pas du tout genrée, et donc en sachant qu'un retour forcé au pays n'a pas les mêmes conséquences pour un homme que pour une femme.
on a aussi obtenu par exemple l'engagement de référents violences dans les hôpitaux, donc pour tout ce qui concerne la détection des violences, mais aussi la question des mutilations génitales féminines. Et alors, en mesure méta, au-dessus de ça, on a aussi décidé de réaliser un socle commun de formation. Parce que souvent, on forme, et puis en fait, on se rend compte, quand les associations nous font des retours, que les formations, elles ne sont pas bonnes. Et donc, on se dit, tout ça pour ça. Et donc, on a chargé une association de nous faire une proposition de socle commun de formation dans la droite ligne de la Convention d'Istanbul, qui devra être le prérequis, en tout cas, à toute formation qui sera donnée dans le cadre des engagements de ce plan sur les violences de genre. Donc, on avance. Et on voit que, j'espère que les effets se ressentiront rapidement. Un dernier élément, ce sont les centres de prise en charge des violences sexuelles qui existent en Belgique, un peu sur le modèle de la Maison des femmes de Saint-Denis dont vous parliez, qui sont des centres qui permettent de prendre en charge des victimes de violences sexuelles complètement centrés sur les besoins de la victime. Donc ce sont des centres holistiques dans lesquels il y a une prise en charge psychologique, sociale, médicale. Ce sont des centres qui sont situés en milieu hospitalier, avec aussi la possibilité de déposer plainte auprès de policiers formés dans le centre. Et donc on change complètement de paradigme par rapport à une victime qui se fait trimballer d'un lieu à un autre, qui doit répéter 10 fois son histoire, qui se retrouve face à des personnes qui ne sont pas formées, qui doit expliquer ce qui lui est arrivé dans un hall de commissariat, en tout cas en Belgique. C'est comme ça, c'est un grand hall où tout le monde attend et entend ce que les personnes disent pourquoi elles sont venues. Donc là, on a un modèle qui est en train d'être déployé. Donc au début de la législature, on était à 3 centres. Là, j'en ai ouvert 4 de plus. Et en 2023, on sera à un réseau de 10 centres, ce qui permet d'avoir un centre à maximum 1 heure de chaque victime partout sur le territoire belge. Donc ça, voilà, on avance vraiment rapidement sur ce volet-là aussi. Et l'ensemble du personnel est formé, et c'est évidemment le jour et la nuit, pour l'accueil des victimes, et aussi pour avoir des dossiers qui sont complets. Parce que le fait d'avoir des récits qui sont... donc, ils travaillent avec des récits libres, ce qui permet à la victime de donner beaucoup plus d'éléments pertinents pour le dossier. Ça permet de voir aboutir beaucoup plus de plaintes aussi. Et donc c'est une manière de lutter contre les classements sans suite, d'avoir des dossiers beaucoup mieux étayés, avec une collecte de preuves par des infirmières légistes qui collectent donc les preuves matérielles sur les victimes rapidement après l'agression, et donc de pouvoir avoir des dossiers très complets pour aller en justice et avoir toutes les chances de son côté pour gagner. Voilà. Bravo. Merci Madame la Ministre. Je vous libère. Merci beaucoup d'être venue. Et bravo encore pour votre travail engagé. Merci. Au revoir. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais Françoise, est-ce que vous voulez rebondir sur la question de la justice spécialisée? Oui, tout à fait. Juste pour rappeler, effectivement, il y a un texte que tout le monde devrait connaître par cœur, c'est la Convention d'Istanbul. Quand on travaille sur les violences, on ne peut pas se passer de cet instrument qui comprend les 4 piliers nécessaires à la lutte contre les violences. La prévention, la protection des victimes, la répression et les politiques intégrées, c'est-à-dire comment l'ensemble des acteurs, institutions, associations travaillent ensemble au plus près des victimes. Donc voilà, je pense que ce sont un texte, et il faut lire le rapport explicatif. Et la Convention d'Istanbul s'inscrit bien dans les questions de violences sexistes à l'encontre des femmes et comprend toutes les formes de violence. Et juste pour dire que c'est vrai qu'au 39-19, on a peu d'appels pour les mutilations sexuelles féminines, pour le harcèlement sexuel au travail. On travaille avec d'autres partenaires, violences sexuelles, CFCV, la VFT, le GAMS, la Fédération GAMS, voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas un numéro très connu, finalement, non plus, des femmes victimes de mutilations sexuelles, pour laquelle on pourrait orienter ensuite vers les partenaires de proximité. Donc, pour revenir un petit peu sur les améliorations, en tous les cas, en termes de violence conjugale, pour nous, ce qui serait important, ce serait de créer des juridictions spécialisées sur le modèle espagnol, ou à minima des pôles, parce que le système judiciaire français est complexe, mais en tous les cas, on voudrait des pôles spécialisés au sein de chaque tribunal judiciaire qui permettraient de regrouper les procédures pénales et civiles et qui permettraient que les procédures aillent plus vite. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que le procès peut arriver 6, 8 mois, 1 an, voire plus après une plainte, après une des premières mesures de protection. Et donc, on a vraiment une difficulté majeure sur la question de la rapidité de la réponse et une réponse efficiente avec, on l'a dit, un certain nombre de plaintes classées sans suite. Ça veut dire aussi qu'en amont, ça a déjà été dit, il faut qu'on ait
des policiers et des gendarmes formés, mais qu'on ait des brigades spécialisées qui soient présentes 24 heures sur 24. Alors c'est vrai que la difficulté, c'est que c'est un phénomène tellement majeur qu'il faudrait que ces brigades spécialisées soient nombreuses, conséquentes, et donc ça veut dire effectivement des moyens supplémentaires. Mais voilà, on a bien des brigades spécialisées sur d'autres thématiques, donc pourquoi pas sur ce phénomène qui est quand même très important pour les femmes victimes, et pas que les violences conjugales, mais aussi les violences sexuelles. Donc pour nous, c'est important d'avoir effectivement cette spécialisation. C'est valable aussi pour nos associations, c'est pour ça que on a une approche spécialisée aussi dans nos structures. Clémence en a parlé, mais aussi avec une approche de déconstruction des stéréotypes sexistes, je l'ai dit, mais ce qu'on dit dans la Convention d'Istanbul, l'approche de genre, en mettant les victimes au cœur de tous les dispositifs et en pensant que l'accompagnement, c'est éviter la victimisation secondaire des femmes, c'est-à-dire comment on la met au cœur de tous les dispositifs, et on se dit, si ma réponse là, qu'est-ce qu'elle peut provoquer sur cette femme, sur cet enfant, et comment on évite évidemment qu'elle se retrouve dans des difficultés et aussi revictimisée. Voilà, ça c'est un point. Donc les référents spécialisés, Clémence en a parlé pour les préfectures, je pense qu'il faut penser tout le parcours, comme en médecine, hein, et médecine générale, qui peut repérer, qui peut faire un travail très important sur le repérage, et parfois plus, mais en tous les cas, on a besoin aussi de spécialistes, en tous les cas, surtout quand les situations sont complexes, dangereuses, et qu'on a besoin d'un suivi rapproché pour des femmes en grave danger. Nous, ce qu'on souhaite également, c'est, j'ai parlé des violences économiques, c'est aussi qu'on inscrive mieux dans la loi une définition claire et précise des violences conjugales dans le Code civil, incluant les violences économiques et administratives de l'ex-conjoint. Et puis, évidemment, qu'aucune plainte ne reste sans réponse pénale. Voilà, évidemment, c'est un élément qui doit absolument avancer avec le faisceau d'indices, les preuves. Voilà, donc une plainte, ça se construit. Quand une femme a déposé plainte, soit on est en flagrant délit et c'est évident. Quand ça ne l'est pas, il faut préparer le dépôt de plainte avec le maximum de preuves, bien entendu, et préparer les femmes aussi à ce dépôt de plainte pour rappeler les événements les plus importants. Parce que parfois, les traumatismes font qu'on a oublié 3 mois avant une violence sexuelle. En tous les cas, on ne va pas en parler. Où on omet finalement des violences graves et souvent les femmes, par traumatisme, se positionnent sur un événement qui vient d'arriver, qui est la goutte qui fait déborder le vase, comme on dit, mais qui n'est pas si... qui, en termes de délit, ne correspond pas tout à fait à d'autres violences subies antérieurement et qui sont beaucoup plus importantes et qui pourraient amener justement à avoir des réponses pénales plus, en tous les cas, plus efficaces. Et évidemment, aujourd'hui, on a une disposition dans le droit français qui dit que quand les enfants sont exposés aux violences, il y a une circonstance aggravante. Donc il faut que les femmes le disent aussi dans leur plainte. Si les enfants assistent aux violences, il faut le dire. Et il faut que ce soit pris en compte, évidemment, dans le dépôt de plainte et ensuite. Voilà, puis sur la question de l'exercice de l'autorité parentale, nous, on est aussi très attachés à cette question. On sait que les violences continuent après la séparation. On a malheureusement encore des grandes difficultés sur les questions d'exercice de l'autorité parentale, c'est-à-dire les décisions qui sont prises conjointement par les parents. Et quand une femme est victime, si elle doit tout le temps demander l'autorisation à son agresseur, ça devient extrêmement compliqué et l'objet de nouvelles harcèlements. Mais également la question des droits de visite et d'hébergement. C'est-à-dire, pour nous, une situation de violence, ça veut dire droit de visite et d'hébergement suspendu, exercice de l'autorité parentale exclusif pour la victime. Et on donne éventuellement un droit de visite dans un lieu médiatisé avec des professionnels formés. On évalue la situation et après, on voit ce qui se passe au fil du temps, si les relations avec l'agresseur peuvent reprendre ou pas. Ou dans un cadre encadré avec ces lieux médiatisés, ces professionnels formés. Voilà, tout simplement pour dire qu'on a quand même d'énormes difficultés pour les femmes après la séparation et des violences qui se poursuivent à travers les enfants. Et donc là-dessus, les décisions judiciaires. Et je pense que si on rapprochait effectivement les procédures pénales et civiles au même endroit, je pense qu'il y aurait mieux de coordination et on n'aurait pas des décisions qui soient décalées par rapport au fait de violence. Je m'arrête là. Merci Françoise. Alors Iris, est-ce que toutes ces préconisations, ça suffirait pour adresser vraiment plus spécifiquement la question des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur ? Alors je pense que ces solutions sont extrêmement pertinentes, que ce soit en termes de formation ou de spécialisation des juges, des médecins, des policiers, et même la multiplication des cellules, des organismes comme la Maison des femmes. Effectivement, c'est hyper important. En revanche, c'est vrai que ça se concentre beaucoup sur les violences déclarées. Et nous, ce qu'on déplore, c'est que en fait, les étudiantes victimes de viols, que ce soit des viols
entre étudiants, viol conjugal ou même des violences avec les professeurs, n'arrivent même pas au stade de rencontrer ses interlocuteurs. Si on reprend en fait le parcours d'une victime de viol étudiante, la première étape, ça va être de reconnaître la violence, de l'identifier, de savoir associer un nom à cette violence et une conséquence pénale. Alors effectivement, c'est quelque chose de très long globalement pour tous les types de violences, mais il y a une spécificité dans les violences de l'enseignement supérieur, c'est qu'il y a effectivement ce contexte de banalisation, minimisation, et ce contexte aussi de campus où finalement on a l'impression que on est dans un monde isolé et ce qu'on a subi n'est pas forcément grave. Donc il y a déjà cette première étape de identification de la violence. Ensuite, lorsqu'une étudiante va décider de parler, ce qui arrive dans 1 cas sur 10 finalement, et d'en parler à son établissement, elle va être souvent face en fait à des gens qui sont absolument pas formés. Nous, ce qu'on constate, c'est que dans seulement 1/3 des cas, on va rediriger l'étudiante vers un médecin, vers un suivi psychologique, un suivi juridique. Donc en fait, déjà à ce niveau-là, même quand l'étudiante parle, ce qui arrive rarement, elle est déjà mal reçue par des gens qui sont absolument pas formés. Ensuite, plusieurs possibilités. 2 grandes possibilités. La possibilité de lancer une procédure disciplinaire en interne. Donc dans ce cas-là, l'objectif, c'est en général d'éloigner l'agresseur, de mener une enquête, puis potentiellement de l'exclure pour assurer à l'étudiante victime un cadre d'études serein. Et ce qu'on voit en fait, c'est que le déclenchement de cette procédure disciplinaire est très rarement proposé, alors que c'est totalement une option. Et très souvent, en fait, les établissements vont même obliger l'étudiante à porter plainte en lui disant, en fait, je ne pense pas que tu t'as fait violer, si tu ne portes pas plainte, ça n'a pas l'air si important. Donc en fait, il y a vraiment ce processus derrière, on va culpabiliser encore une fois la victime et même refuser de lancer une procédure disciplinaire alors que c'est totalement dans son droit. En parallèle de ça, il y a effectivement la possibilité de déposer plainte. Et dans ce cas-là, c'est pareil, effectivement. Donc il y a tout ce qui se passe déjà au niveau judiciaire qui est compliqué et peu de sanctions derrière. Donc en fait, il y a tout cet enchaînement-là qui est vraiment un chemin semé d'embûches pour les étudiantes qui font qu'elles ne sont même jamais confrontées, parfois en fait, à des médecins spécialisés, des juges, et donc à cet ensemble de potentielles solutions. Et d'autres dysfonctionnements aussi dans cette procédure disciplinaire sur lesquels j'aimerais revenir. Mais en fait, c'est une solution qu'on propose très rarement aux victimes. C'est une solution qui a 2 cadres. Il y a le cadre universitaire, donc c'est vraiment le cadre public. Il y a une procédure qui a été dessinée, mais qui a été dessinée pour des cas de fraude aux examens, donc qui n'a rien à voir en fait par rapport à un cas de violence sexuelle et sexiste, et qui est absolument pas adapté. Les établissements privés n'ont pas de structure ni d'obligation légale, donc ils sont basés en fait sur cette procédure disciplinaire de fraude aux examens. Et du coup, en fait, c'est un processus qui est extrêmement violent pour les victimes. Elles vont devoir être confrontées à leur agresseur, donner toutes les pièces de leur dossier. Et donc, en fait, c'est un process qui va encore plus victimiser les personnes qui veulent parler. Donc, globalement, c'est un système délétère. Nous, ce qu'on propose, c'est effectivement, en se basant sur les 4 grands axes que vous citiez, première partie, donc effectivement, la prévention. Donc, sensibiliser les étudiants, former le personnel administratif, les professeurs, pour qu'ils soient à même en fait, de recueillir la parole et de bien réorienter les étudiantes et étudiants vers des structures adaptées. Deuxième axe, au moment donc, du coup, de déclenchement en fait, de ces procédures, il faudrait que les cellules de veille et d'écoute soient formées. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que ce n'est absolument pas le cas. Donc certes, elles existent dans l'établissement public, dans les établissements privés, ce n'est pas encore le cas partout. Et en plus, c'est souvent avec des gens qui ne sont pas formés et qui ont un job à côté qui n'a rien à voir. Donc c'est encore plus problématique pour les victimes. Troisième grand axe, sanctionner. Et donc, dans ce cas-là, avoir une procédure disciplinaire qui est adaptée. Et donc là, il y a une réforme essentielle à faire par le gouvernement de cette procédure disciplinaire pour l'adapter enfin au cas de violences sexuelles et sexistes. Et dernier grand axe, vous en parliez, Clémence, mais effectivement, débloquer des moyens financiers et humains. Actuellement, le gouvernement a débloqué 7 millions sur 5 ans pour la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur, ce qui est quand même très peu et très loin du milliard annuel. Donc voilà. Merci Iris. Alors l'heure tourne et je me tourne vers Alimata pour le mot de la fin. Alimata, est-ce que tout ça, ça suffit? Comment est-ce qu'on fait pour en finir avec l'excision et empêcher les femmes victimes de devenir à leur tour bourreaux et de répéter cette situation? Oui, c'est vrai que le propre de l'excision, c'est que celles qui nous amènent à l'échafaud l'ont également subi. Et on peut monter, comme je vous l'ai dit précédemment, de génération en génération. Souvent, quand on parle de réparation par rapport aux femmes qui ont été victimes de l'excision, on leur dit t'as qu'à te faire réparer par un chirurgien. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas des voitures, nous sommes des corps faits de chair et de sang, et donc on ne répare pas une voiture comme on répare un corps. C'est 2 choses distinctes. Pourquoi je le dis? Parce que
Moi, je me souviens d'un chirurgien qui avait dit « Ouais, vous inquiétez pas, en 45 minutes, c'est fait, hop, hop, hop. » Mais ce que je dis, c'est véridique. Hein. Et il s'avère que, sans doute, la réparation chirurgicale a pris 45 minutes, mais la réparation psychique, c'est quoi? C'est une vie pour se remettre de ce traumatisme. Et souvent, quand vous faites ce type d'opération, on ne vous le dit pas. On ne vous le dit pas que le gros du problème, il est psychique. Et que c'est un travail qui est sur du long terme. Donc quand on veut faire évoluer déjà les choses, c'est oser dire les choses telles qu'elles sont. Quand moi j'entends par un gynécologue obstétricien, c'est à Lille, qui me disait qu'elle cherchait à sensibiliser sur la question des mutilations sexuelles faites aux femmes, et quand elle en parle aux sages-femmes et que les sages-femmes disent elles n'osent pas, mais si à ce moment-là, vous n'osez pas parler de la question de l'excision à des femmes, parce qu'au moment de l'accouchement, vous voyez, il y a des femmes qui ont de très grosses difficultés à cause de ça, mais si vous ne leur en parlez pas, mais qui est-ce qui va leur en parler? Donc si on veut le changement, c'est que dans les différentes sphères, c'est qu'on ose en parler. Donc le tabou, il n'est pas que chez les victimes. Le tabou, il est également en dehors de cela. Que ce soit dans le corps médical, un gynécologue qui regarde une femme et que la femme lui pose la question est-ce que je suis comme toutes les autres, et que la gynécologue répond oui, la victime, elle n'est pas dupe. Donc c'est très très important de tenir un discours de vérité. On nous doit la vérité. Et je pense que le changement, il s'opère également dans le fait que je vais parler à ma mère. Je vais parler de cette problématique à ma mère. Je vais oser briser le tabou à l'intérieur, parce que c'est plus compliqué de le briser à l'intérieur de la famille qu'à l'extérieur. C'était plus facile pour moi d'aller dans les médias que d'aller parler de cette question-là à ma mère. Mais il y a un moment, si on veut que les choses s'arrêtent, il faut pouvoir mettre des mots. Et ce qui est important, c'est aussi de faire le lien avec les femmes entre ce qu'elles subissent dans leur corps et l'excision. Parce que quand vous discutez avec elles, elles ont tendance à croire c'est normal d'avoir mal. Elles ont intégré la douleur à leur condition de femme. Et vous avez certaines femmes, suite à l'excision, qui ont des douleurs constantes au niveau du vagin. Et pour elles, c'est tout à fait normal. Et donc, quand elles osent en parler, parce que la difficulté, c'est oser dire « j'ai mal », est-ce qu'on peut faire quelque chose dans cette partie intime, cette partie qu'on cherche à cacher? Et à partir du moment où elles osent, je pense que le changement, il s'opère par là. À partir du moment où elles commencent à mettre des mots, elles font le lien de cause à effet entre ce qu'elles ont subi et ce qu'elles vivent dans leur corps. Et également le fait de pouvoir parler aux professionnels de santé, qu'ils osent discuter avec les victimes, qu'ils osent parler de cette question-là, des conséquences. Et oui, l'aspect psychique, c'est long. Vous imaginez bien attraper un corps d'enfant et le couper le clitoris à vif, on ne se rétablit pas comme ça rapidement. Donc moi, je pense que les solutions, c'est sur le long terme, c'est en libérant la parole, c'est en osant poser les questions, mais le docteur, c'est ce que vous disiez précédemment, en osant poser les questions. Et quand il y a un risque, on fait un signalement. On ne dit pas non, j'ose pas. Non, on fait un signalement. Une petite fille est en danger, et c'est un danger de mort. Hein. Parce qu'il y a des petites filles qui meurent suite à l'excision. Voilà. Merci. Et je vois Francis, le médecin, qui acquiesce à tout cela. Francis, vous voulez dire quelques mots? Vu l'heure qui avance, oui. J'ai bien aimé le mot de la ministre belge, qui était le mot, cette période où on n'est pas encore sorti de la Covid, contagion. C'est un mot, bien sûr, qui est à double connotation, mais contagion dans les ministères. Pour que nous soyons capables, chacun d'entre nous, mais aussi dans les ministères, mais aussi ailleurs, de pouvoir parler de ça, c'est un travail personnel avant tout. Parce que si ce travail n'est pas fait, on n'a pas les mots, on ne l'a pas appris au Québec, on apprend aux enfants à 4 ans en maternelle à pouvoir dire non. En France, on n'arrive pas, et ça fait 30 ans que le consentement est en maternelle. Quand on commence à faire ça en France dans une école maternelle en 93, sur 10 enfants, il y en a un qui a déjà subi des violences. Et donc pour pouvoir faire ça, il faut aussi que dans les ministères, la loi, si elle est en avance sur la capacité de la société de l'accueillir, elle ne règle pas le problème. Elle est indispensable. Il faut de la loi, il faut du rappel à la loi, il faut qu'il y ait des limites qui soient posées.
Mais aujourd'hui, j'étais en conseil municipal hier soir, il y a de nouveau une jeune de dealer qui s'est installée dans une cité, ils sont déjà convoqués par le procureur et puis il ne se passe rien, les prisons sont pleines. Donc la loi, elle ne peut pas tout. Pour qu'on puisse faire quelque chose, je pense qu'il y a besoin que chacun d'entre nous travaille sur ce domaine-là. Il y a besoin de formation, il y a besoin de spécialistes, il y a besoin d'en parler, il y a besoin d'être ensemble. Et que c'est cette espèce de diffusion qui peut permettre que, quand on fait de l'éducation sexuelle, on ne parle pas que de VIH, mais on parle aussi de ce que c'est la sexualité, de ce que c'est l'amour, de ce que c'est aller bien, et que c'est l'important, primordial, et qui, petit à petit, commence, grâce à des réunions comme celle-là, entre autres, à prendre sa place. Merci en tout cas. Merci. Merci Francis. Merci. Merci à toutes. Merci Iris, Clémence, Françoise, Alimata et Francis. Merci infiniment pour vos témoignages et puis vos actions, votre engagement et vos perspectives. C'est inspirant et c'est positif. J'en profite pour vous signaler, si la question des juridictions spécialisées vous intéresse, parce que c'est un plaidoyer fort que beaucoup d'entre nous portons. On organise une conférence au barreau de Paris le 12 décembre à 19h. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ce sujet sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Et puis, on n'a pas eu le temps des questions-réponses, mais on est encore là si vous souhaitez échanger avec nous. Merci à vous toutes et tous. Et le livre? Oui. Je vais juste prendre 1 minute de votre temps pour vous inviter à aller voir mon documentaire « À nos corps excisés » qui est sur Arte, qui parle de la question de l'excision, et c'est un échange que j'ai avec ma mère. Alors vous imaginez bien parler d'excision, et en plus pour la télévision, pour ma mère, ça a été un énorme pas. Et il y a mon livre « À l'ombre de la cité Rimbaud » où je retrace le parcours lié à l'excision, mais également à la réparation chirurgicale et comment fait-on pour se construire quand on est déchiré entre deux mondes. Donc je parle du rôle de l'école, parce que c'est un élément important également. Merci beaucoup.